En théorie, normalement, en France, dans le droit français, on n'a pas le droit de commenter une décision de justice. Voilà, c'est en théorie. Hein. En théorie, tout le monde, à partir du moment où il y a une décision de justice, tout le monde doit dire bon ben voilà, c'est comme ça et on ne doit pas la remettre en cause. La pratique est évidemment fort éloignée, a fortiori là, puisque là nous avons quand même affaire à ce que certains pourraient appeler, à juste titre, excusez-moi, j'ai un petit peu comment dirais-je, le rhume des foins. Rassurez-vous, c'est pas un rail de coq. Je ne suis pas comme ça, mais un petit peu dans l'air, parce que je sais il y a l'air conditionné qui a fait l'objet d'un changement de filtre à air. Bon, enfin bref, donc si j'ai éternu, voilà, je vous prie par avance de m'en excuser. Oui, je disais donc que s'agissant de cette juridiction, c'est quand même une juridiction d'exception, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'en France, si vous êtes président de la République, vous ne pouvez tout simplement pas être jugé. Hein. Pendant la durée de vos fonctions, vous bénéficiez d'une totale immunité. Et si vous êtes ministre, eh bien, vous ne pouvez être traîné, et avec un certain nombre de conditions, que devant un organisme qui s'appelle la Cour de justice de la République, qui est vraiment très particulière et extrêmement politisée. Or, l'expérience montre, quand on regarde l'historique des ministres qui sont passés devant la Cour de justice de la République, que c'est une cour qui est quand même qui a blanchi. C'est presque une opération de blanchiment. Enfin, c'est-à-dire le nombre de ministres qui sont passés de là et qui en sont sortis blanchis. C'est extraordinaire. Hein. Je crois qu'il y a eu je crois que c'était Madame Lagarde était passée, Monsieur Fabius, Monsieur, je sais pas si vous avez d'autres, comment? Balladur. Édouard Balladur. Enfin, il y a eu un paquet de gens qui sont passés, qui sont tous ressortis blanchis en fait de cette affaire. Bon, alors moi personnellement, je considère que c'est pas normal. Voilà. Je considère que la gestion du Covid a été une gestion délirante. Il est vrai qu'il y avait à la tête de l'État quelqu'un. Il y avait deux personnes, faut pas l'oublier, la deuxième. Le premier, c'était Macron. Le deuxième, faut surtout pas l'oublier, c'était Édouard Philippe, qui ont été les personnes qui ont pris les décisions politiques. Voilà. Donc les autres, à la limite, bon, Véran, vous avez vu ce que c'est. Véran, c'est pas grand-chose. C'est un subalterne. Bon, Madame Agnès Buzyn, elle est partie assez vite parce qu'elle a senti que ça sentait très très mauvais. Et puis le dernier, c'était qui était poursuivi Philippe Castex et puis. Ah oui, Castex. Oui, le Premier ministre. Et pourquoi lui et pas Edouard Philippe Véran et Buzyn. Philippe Véran, Buzyn. Ah, c'est Philippe, pardon. Bon. Moi, je trouve ça délirant. Il suffit de voir ce qui s'est passé dans d'autres pays du monde. Voilà. Dans d'autres pays, je pense à la Suède, par exemple. Ben, la Suède a fait ça de façon très, très, comment dirais-je, limitée. D'ailleurs, les journaux français brocardaient le pari de la Suède. Brocardaient encore plus, tiraient à boulet rouge sur la Biélorussie, puisque Loukachenko, le président biélorusse, avait dit que lui, c'était comme une grippe, comme d'habitude, il faisait rien du tout. Alors on l'a traîné dans la boue, évidemment, dans les médias français. Les Suédois, c'était un petit peu différent, mais pas très différent. Eux, ils n'ont pas fermé du tout. Il n'y a pas eu du tout de couvre-feu. Ils ont laissé les gens circuler. On a dit que c'était quand même très très dangereux, l'école suédoise. Et puis au bout du compte, quand on regarde avec le recul du temps, ben on s'aperçoit qu'en France, ça a été à l'origine de 5 à 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires. C'est à se demander si c'était pas l'objectif poursuivi par Macron. Ça a été également l'objet, il y a eu des vaccinations de masse avec ces injections ARNM dont on découvre avec le temps que ça n'est pas l'hécatombe annoncée par les prophètes de malheur. Il y a des prophètes de malheur qui parlaient d'avoir des dizaines et des dizaines de millions de morts. Bon, heureusement, ça n'est pas ça. Mais ça n'est pas non plus le produit totalement, avec une totale innocuité qu'on a voulu nous faire croire. C'est quelque chose qui n'empêchait pas la pandémie. Et ce sont des injections qui étaient à titre expérimental. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ni moi ni les membres de ma famille n'ont accepté de le faire, quoi qu'on puisse dire et faire, parce que il faut garder dans la vie, et ça c'est vraiment une leçon de vie que les Français ont eue à cette occasion, arrêtez d'écouter les médias, et exercez votre self-control, votre discernement. Voilà. On ne se laisse jamais injecter dans le corps quelque chose dont on n'est pas sûr et certain. Voilà, c'est un principe de base, me semble-t-il. Il y a heureusement des millions de Français qui ont suivi ce conseil, contrairement
à ce que le bombardement idéologique que l'on a subi. Il y avait derrière tout ça des affaires de gros sous. Ça, c'est certain. Les 40 et quelques milliards d'euros de commandes faites par Madame von der Leyen à Bourla. Il y a eu derrière tout ça probablement une psy-op, comme disent les Américains, une opération psychologique pour voir justement avec quelle facilité ou quelle difficulté on peut manipuler une foule. Ben là, les Français, ils sont tombés alors à plein. Ils ont montré, là comme ailleurs, le peuple français est d'une extraordinaire naïveté. Enfin, que ce soit en matière politique, que ce soit en matière prophylactique, etc. Les Français, à partir du moment où il y a une prétendue autorité qui passe sur TF1, paf, ils sautent dessus. Et là, ils sont d'accord pour donner des milliards et des milliards au régime Zelensky, qui est un régime de truands et de néo-nazis, mais parce qu'on l'a entendu à la télé et à la radio. C'est le drame principal de la France. Alors moi, je trouve que dans ces conditions, il y a quand même énormément de choses qu'on pouvait reprocher à Édouard Philippe, avec notamment l'affaire du Rivotril dans les EHPAD, et puis à ces trois personnalités qui ont poussé aux injections ARNM, qui ont interdit l'utilisation de médicaments qui étaient les médicaments les plus inoffensifs de la planète, quasiment, comme l'hydroxychloroquine, qui a été pris par des dizaines et même des centaines de millions de personnes. Moi, je me rappelle à chaque fois que j'allais, quand j'étais plus jeune, dans des pays avec la fièvre jaune, il fallait prendre justement de la chloroquine. Mais c'est des centaines de millions de personnes qui ont avalé ça. Et d'un seul coup, on a voulu nous faire croire que c'est un truc hyper dangereux. Enfin, c'est vraiment se moquer du monde. Et moi-même, j'ai eu l'occasion de le raconter. J'ai attrapé le Covid-19 lors d'une manifestation, d'ailleurs, devant le Sénat, qui était contre le Covid-19. Et bien, heureusement que j'ai un ami qui m'a fait passer de l'ivermectine. Alors, je ne sais pas s'il y a relation de cause à effet, mais en tout cas, ça a été radical. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. J'étais vraiment très mal. J'avais quand même 39,5 de fièvre. J'étais mal comme quand on a une grippe. Hein. C'était pas non plus... C'était pas l'article de la mort. Enfin, j'ai pris tout le paquet d'ivermectine. Il fallait prendre ça en une dose. Le lendemain matin, j'étais frais comme un gardon et ça n'est jamais revenu à 37 de fièvre. C'est incroyable. Donc moi, je veux bien que c'était un truc hyper dangereux, mais en fait, les langues se sont déliées depuis lors. On s'aperçoit que l'ivermectine, par exemple, est un médicament qui est globalement dont l'efficacité a été prouvée. Et qui a évidemment un très gros inconvénient, c'est que c'est gratuit. Enfin, ça coûte très très peu cher. Hein. Voilà. On voit qu'il y a eu des intérêts financiers très importants, des intérêts financiers, des intérêts politiques, des intérêts géopolitiques dans toute cette affaire, dont on ne voit pas encore très bien tous les tenants et les aboutissants, certainement. Enfin, le fait que cette cour de justice ait blanchi Édouard Philippe, Agnès Buzyn et Véran, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. En conclusion, ce que je dirais, c'est que nous ne sommes pas favorables aux juridictions d'exception. Voilà. C'est-à-dire que si on arrive au pouvoir, nous, on supprimera les juridictions d'exception. C'est tout simplement un ministre. Il doit pouvoir être jugé par un tribunal comme tout citoyen. Le fait d'être ministre ne lui donne pas d'un seul coup une espèce d'onction particulière, de protection particulière. Ce sont des gens comme tout le monde. Bon, le chef de l'État, on peut considérer que peut-être, en sa qualité de chef d'État, et comme il a été élu par le suffrage universel, on peut considérer qu'il peut y avoir effectivement une immunité. Enfin, c'est à discuter quand même. Mais parce que nous, on est favorable à la possibilité d'avoir un référendum révocatoire du président. Mais en revanche, pour les ministres, je vois pas du tout pourquoi il n'y aurait pas une juridiction normale. Parce que ça veut dire quoi, en fait, cette juridiction d'exception ? Ça veut dire que on estime qu'un ministre ne doit pas être jugé selon les critères de tout citoyen. Ça veut dire quoi ? Évidemment, c'est la porte ouverte au copinage, au renvoi d'ascenseur, à la justice à deux vitesses, à la justice à géométrie variable. Et quand en plus de ça, on voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la quasi-totalité des ministres qui sont passés par cette institution en ont été blanchis, ça ne fait que renforcer les soupçons. Voilà. Je me demande d'ailleurs ce qu'il en était. Je crois que régulièrement, la gauche, dans ses programmes, dit qu'ils veulent supprimer les juridictions d'exception. Puis en fait, finalement, rien du tout, quoi. Quand il y a un gouvernement de gauche, il n'y touche pas du tout. Au contraire même, il en profite plutôt. Voilà ce que je dis. Nous, en tout cas, si on arrive au pouvoir, on mettra fin à la Cour de justice de la République. Et puis les ministres, eh bien, ils seront justiciables comme tout citoyen.
Oui, c'est la cour du roi Péto, comme dirait Madame Pernelle. Une question de Raphaël. À peine une semaine après avoir annoncé qu'il cesserait de livrer des armes à l'Ukraine, Trump vient de promettre de nouvelles livraisons à Kiev. En plus, il s'en est pris à Poutine. Que cache ce virement? Ce revirement? Ah oui, c'est un virement ou un revirement, c'est pas pareil. Écoutez, vous me posez des questions, c'est un peu d'école, là, toutes les questions que vous me posez, parce que là, moi, je suis comme tout le monde. Je suis un peu ébaubie, en effet, de voir la tournure que les événements prennent. Il y a une semaine ou 15 jours, Trump annonçait d'un seul coup qu'il n'y aurait plus de livraison d'armes à l'Ukraine. Donc j'avais dit que c'était la fin de l'Ukraine, enfin la fin du régime Zelensky plus exactement. C'est-à-dire que là, si il donnait la maîtrise totale de l'air à la Russie, ça veut dire qu'il laissait tomber Zelensky. Et puis patatras, là maintenant, voilà qui dit non, finalement je vais en renvoyer. Alors c'est difficile à suivre. Alors là-dedans, c'est bien malin et ceux qui peuvent savoir un petit peu ce qui se passe. Il y a plusieurs façons d'interpréter les choses. Première façon d'interpréter les choses, c'est que Trump commencerait à être un petit peu, pas sénile, mais un petit peu fatigué, et il serait un petit peu de l'avis du dernier qui a parlé. Bon, j'y crois pas trop, mais enfin, c'est quand même une éventualité qu'il ne faut pas totalement négliger. Deuxième possibilité, qui est importante et qui est dans beaucoup d'esprits, notamment aux États-Unis, c'est que Trump serait en fait tenu. Et notamment aux États-Unis. Alors ça, c'est quelque chose qui est ravageur pour Trump, notamment pour les élections de mid-term qui vont arriver en novembre de l'année prochaine. Il y a encore du temps d'ici là, mais et il y a quand même beaucoup d'Américains qui avaient soutenu Trump, en particulier parce qu'il disait qu'il allait assécher le marigot de Washington, il allait s'attaquer à l'État profond. Et le symbole même de cette volonté qu'il avait affichée, c'était de rendre public tous les dossiers sur l'assassinat de Kennedy. Ce qu'il a fait, mais on s'est aperçu qu'en fait les dossiers avaient été expurgés, donc il n'y a pas eu des telles révélations que ça. Ici ou là, on a cru comprendre quand même, c'est sorti d'ailleurs il y a quelques jours, qu'il y avait un agent de la CIA qui avait été en contact avec Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé unique de Kennedy. Et là maintenant, il est avéré que ce type avait eu quelques jours avant l'assassinat contact avec un agent de la CIA. Bon. Il est apparu aussi ici ou là, mais alors certains disent non, c'est fake news, etc., que dans les dossiers Kennedy, il aurait été question plusieurs fois de l'État d'Israël et d'un réseau israélien, et puis que tout ceci aurait été gommé. En définitive, on n'a pas eu le grand déballage auquel tout le peuple américain s'attendait, sachant qu'il y a quand même aux États-Unis une écrasante majorité des Américains qui ne croient plus du tout dans la version officielle du rapport Warren, qui avait été fait justement par la CIA, etc., et qui concluait au fait qu'il y avait eu un assassin unique. Je crois qu'il y a 80%, 90% des Américains qui ne le croient plus. Alors sur l'affaire Epstein, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que Jeffrey Epstein donc faisait venir dans une île des Caraïbes, il organisait des parties fines avec toute la jet-set américaine et étrangère aussi, puisque le prince Andrew du Royaume-Uni est mouillé jusqu'au cou dans ces scandales. C'était des parties fines avec notamment des jeunes filles qui étaient très très jeunes. Il y aurait eu donc des listes de gens qui avaient pris l'avion personnel de Jeffrey Epstein. Et puis il y aurait eu, paraît-il, on ne sait pas, des films, des photos compromettantes qui auraient été prises. Voilà. Donc on est à la limite du show business, de la politique, de l'affaire d'exploitation sexuelle de mineurs, de pédophilie. Enfin, tout ça, c'est évidemment un cocktail absolument explosif. Et il y a énormément d'électeurs de Trump qui s'attendaient à ce que Trump rende publique la liste de tous les participants, et plus que la liste. Voilà. Sauf qu'on a vu apparaître ici ou là des photos, on voyait Trump lui-même jeune avec Jeffrey Epstein. Bon, mais c'est pas parce que quelqu'un a rencontré Jeffrey Epstein que ipso facto il participait à ces orgies avec des mineurs. On n'en sait rien en définitive. Mais enfin, évidemment, ça a écorné l'image de Trump. Et ce qui a beaucoup plus écorné encore son image, c'est qu'il a refusé, aux dernières nouvelles, de publier
la liste. Et puis, on a vu, vous avez vu ce tweet de Elon Musk qui a fait un tweet pour se moquer ouvertement de Trump, en considérant que Trump se moquait des Américains. C'est sans doute une des raisons du divorce, d'ailleurs, de Trump et de Musk, c'est que Musk considère que Trump n'a pas respecté les électeurs et qu'il n'a pas fait ce qu'il devait, c'est-à-dire rendre publique cette fameuse liste. Alors pourquoi est-ce que Trump n'a pas rendu cette liste ? Les rumeurs vont bon train dans toute cette affaire. Quels étaient les liens de Epstein avec le Mossad israélien ? Disons les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'il y avait dedans toute une série de personnes, dont des démocrates ? Est-ce que Trump voudrait sauver des démocrates ? Enfin bon, voilà. Non, tout ça n'est pas très bon, c'est même le moins qu'on puisse dire. Et évidemment, il y a des gens qui disent, en fait, Trump, il est tenu. Voilà. Et donc, il a présumé de ses forces, et donc, il ne peut pas faire ce qu'il avait dit qu'il ferait. C'est une deuxième interprétation. C'est possible. J'ai quand même un peu du mal à le croire parce que c'est quand même quelqu'un qui a 78 ans, donc il est quand même en fin de carrière, il est quand même en fin de course. Et là, je veux dire, il savait à quoi il s'exposait. Et c'est pas un poussin de la veille. Il a quand même résisté à 3 tentatives d'assassinat, dont une a failli vraiment réussir à quelques millimètres près. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il découvre finalement que l'État profond aux États-Unis est très, très, très encore plus puissant que ce qu'il pensait ? Je ne sais pas. Il y a une troisième hypothèse, et toutes ces hypothèses ne sont d'ailleurs pas forcément exclusives les unes des autres. Il y a une troisième hypothèse, c'est un peu ce qu'il a montré depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche, c'est que c'est quand même un joueur de poker menteur. Et regardez ce qui s'est passé, par exemple, avec les droits de douane sur toute une série de pays. Il n'a pas hésité à annoncer des droits de douane absolument mirobolants, et puis une semaine après, les faire retomber à 10%. Ils étaient passés avec la Chine, c'était monté jusqu'à 450%, puis après, c'était redescendu. C'était un peu les montagnes russes, hein, sans mauvais jeu de mots. Et donc, je pense que Trump, il est un peu dans cet état d'esprit de faire perdre, de rendre sa stratégie illisible, en fait, pour surprendre. On le voit, il l'a fait effectivement avec la Russie. Un jour, il dit que Trump, qu'il a eu une excellente conversation avec Poutine. Et puis une semaine après, il dit qu'il a eu une conversation exécrable avec Poutine et que Poutine dit que des conneries. Vous avez vu d'ailleurs Medvedev a répondu à ça en disant que, quoi que dise Trump, eux, ils s'arment, ils font la guerre et ils arriveront jusqu'au bout. Voilà. C'est-à-dire que les Russes ont pris le parti de Trump, on écoute et puis on agit comme si de rien n'était. Voilà. C'est un petit peu la possibilité une des sorties de toute cette affaire, c'est que Trump décrédibilise complètement sa parole, en fait. C'est ça qui est un inconvénient majeur, parce que là, il fait semblant. Moi, j'ai du mal, personnellement, mais chacun peut avoir son opinion. Moi, avec l'expérience que j'ai, avec la connaissance que j'ai du monde diplomatique, etc., j'ai quand même du mal à suivre et à penser aussi que je trouve que Trump est insincère. Voilà. Je pense que lorsque, par exemple, vis-à-vis de l'Iran, c'est pas vrai c'est pas vrai. Il n'a pas détruit l'ensemble de l'appareil nucléaire comme il l'avait proclamé. Il y a eu une entente quand même plus ou moins tacite avec le régime iranien, puisque la meilleure preuve, c'est que, en définitive, ils ont le système des sites nucléaires iraniens n'a été que effleuré, semble-t-il. Et par ailleurs, lorsque les Iraniens ont répliqué, ils ont envoyé des bombes sur une base militaire installée au Qatar, en prévenant les Américains qu'ils allaient envoyer les bombes, ce qui a permis aux Américains de retirer leurs troupes. Et d'ailleurs, après, Trump a remercié les Iraniens. Enfin, moi, j'ai jamais vu un truc pareil. Ça n'existe pas. Donc, c'est en fait une espèce de simili-guerre. Voilà, il y a eu, c'était une espèce de comédie, de scène. Voilà. Et moi, j'ai un peu aussi le même sentiment avec la Russie. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que Trump, il est toujours sous le coup de la suspicion, aussi bien par l'État profond américain qu'en Europe occidentale, où on a en Europe des échantillons absolument démentiels de psychopathes qui sont russophobes, enfin...
On avait Madame Kaja Kallas, la représentante de la Commission européenne pour les affaires internationales, qui était estonienne, qui voue à la Russie une haine inexpiable. Mais on a également, là, nous, on a à domicile, si j'ose dire, on a Jean-Noël Barrot, qui est complètement siphonné. On vous le voit quand il prend la parole, il est là, il est moite, il dégouline de sueur, il a les mains moites. Et puis il vient d'annoncer là que l'Union européenne allait prendre les sanctions les plus graves depuis 3 ans. Mais il est complètement à côté de la plaque. Je rappelle que la Russie va avoir un taux de croissance de 4% cette année. L'endettement public russe est de 30%, même pas de 18%, je crois, du PIB. Nous, on est à 113. Nous, on a un taux de croissance qui est de 1, etc., etc., etc. Donc, les sanctions n'ont pas du tout eu l'effet escompté sur la Russie. Au contraire, elle a réorienté ses échanges. Voilà. On a des dingues qui sont au pouvoir en France. C'est à peu près pareil pour Keir Starmer ou pour Merz en Allemagne. Donc face à ça, Trump, c'est pas si facile que ça pour lui d'exiger que les pays occidentaux augmentent leur participation à l'OTAN, passe à 5% du PIB. Il exige ça. Et puis, en même temps qu'ils disent qu'il arrête de donner des armes défensives à l'Ukraine. Donc je pense qu'il doit être l'objet de... Il doit y avoir des tensions, une tectonique des plaques sous la personnalité de Trump qui doit être vraiment excessive. Enfin, voilà. Alors maintenant, en fait, la position qui me paraît la plus sage là-dedans, c'est celle de la Russie, encore une fois. C'est-à-dire, appliquer le principe de Confucius que je vous ai souvent dit, écouter les paroles, mais observer les actes. Voilà. Et donc, ils doivent en prendre et en laisser sur ce que dit Trump, et puis ils observent les actes. Là, Trump annonce qu'il va envoyer des armements, mais est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il va vraiment le faire? Il ne faut pas oublier aussi quelque chose qui est en train d'apparaître, même si c'est un des grands secrets dans les médias occidentaux, c'est que la dégringolade de la puissance du monde occidental en général, des États-Unis, de l'Europe et de l'Union européenne en particulier, elle commence à se voir, y compris en matière militaire. Les États-Unis, la France, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ne disposent pas des mêmes missiles Fatah que ceux dont dispose l'Iran et qui ont permis de percer le dôme de fer israélien, à la grande surprise générale. Les États-Unis et la France ne disposent pas des missiles Oreshnik hyper véloces, hypersoniques, dont à courte et moyenne portée, dont disposent la Russie, la Chine et la Corée du Nord. C'est quand même un fait. Et il semble qu'ils soient à court de munitions, parce qu'ils ont donné beaucoup de munitions à l'Ukraine. Donc il y a tout simplement le fait que les États-Unis et les pays de l'OTAN se rendent compte qu'ils sont en train de perdre la guerre. Alors c'est pas, comme j'ai eu l'occasion de le dire, je suis pas le seul, mais je le rappelle, c'est une légende que les États-Unis seraient toujours vainqueurs. Ça, c'est ce qu'on a dans les films qu'on nous balance à la télévision française depuis les accords Bloom-Burns de 1946. On a des films américains qui nous chantent la gloire des États-Unis. Mais quand vous regardez matériellement, les États-Unis, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont quasiment perdu toutes leurs guerres. Toutes. Le Vietnam, le Cambodge, l'Afghanistan, même en Iran, etc. Ils ont gagné, oui, l'île de la Grenade, c'est la moitié de la Martinique. Bon, encore heureux. Mais non, ils ont pris la pâtée un peu partout. Et donc, donc là, peut-être qu'ils ont du mal à reconnaître tout simplement que la Russie a gagné la partie. La Russie, elle possède quand même plus de 20% du territoire de l'Ukraine. Elle continue d'avancer. Elle a une économie qui pourrait être mieux, mais elle a quand même une économie qui est flamboyante par rapport à celle des pays d'Europe. Et puis, il y a, comme on dit en latin, l'impetus, enfin c'est aussi un mot d'anglais, un élan vital. Fondamentalement, les Russes, ils savent pourquoi ils se battent. Voilà. Fondamentalement, que ça plaise ou pas aux généraux d'opérette qui nous ont raconté des carabistouilles depuis 3 ans, mais que ça la plaise ou pas, c'est un fait que 80% des Russes, pour pas dire 90% des Russes, soutiennent Poutine, parce qu'ils savent que c'est une
Cette guerre est une guerre existentielle. Il ne s'agit pas de mettre la main sur l'Ukraine, il s'agit d'empêcher le dépeçage de la Russie par l'OTAN, puisque c'était ça l'objectif. Hein, j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer 50 fois. Et nous, en Occident, mais qui veut aller se battre pour l'Ukraine ? Ça n'existe pas, en fait. Enfin, évidemment, il y a quelques personnes un petit peu, comment dirais-je, exaltées, mais alors, le grand public n'a aucune envie de se mobiliser pour l'Ukraine. C'est pas vrai du tout. Voilà, donc c'est pas du tout perçu comme une guerre existentielle. C'est perçu comme une guerre qui est en train de nous détruire. Donc voilà la situation. Je pense que dans tout ça, Trump, il est en... voilà. Mais enfin, c'est quand même très décevant. Il faudrait quand même que d'une façon ou d'une autre, il tape du poing sur la table. Et ce qui est en train d'apparaître, c'est que peut-être il n'a pas finalement les moyens de vraiment taper du poing sur la table par rapport à la gangrène de l'État profond américain. Paul nous dit que la cause de l'incendie qui menace les quartiers populaires de Marseille a été trouvée par la députée LFI Aurélie Trouvé. Et donc il s'agit du réchauffement climatique anthropique. Qu'en pensez-vous ? Ça commence aussi à bien faire, cette histoire de réchauffement climatique anthropique. On a eu droit, vous avez vu, une espèce de mise en condition de la population sur le thème que c'était de la fournaise, c'est délire, on n'avait jamais vu ça. L'été le plus chaud depuis le Big Bang, depuis 4,5 milliards d'années, on n'avait jamais vu un truc pareil. Ça a duré 3 jours. Moi, je trouve que, bon, là, on a un été... À part l'épisode de canicule, en effet, et qui a eu lieu... mais qui a duré 3 jours, mais qui parfois, dans le passé même récent, durait 3 semaines. Non, là maintenant, les températures sont retombées à un niveau qui n'est pas particulièrement élevé. Hein. J'étais ce week-end-là dans ma campagne, il a plu dans la Nièvre. Il faisait 24-25 degrés, et la nuit, ça tombait à 9 degrés. Pour un mois de juin, c'est vraiment pas beaucoup. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment n'importe quoi. Je rappelle au passage que la canicule, ça vient de canis, le chien. C'est un mot d'origine latine, parce que c'est quand on entrait dans la constellation de la Terre, lorsqu'elle entrait dans la constellation du chien, pour les anciens Romains. Donc, c'est un truc, ça fait 2000 ans qu'on nous explique que l'été, il y a des canicules. Hein. Mais 2000 ans. Alors, je sais bien qu'il y a des graphiques qu'on va nous montrer, mais oui, mais monsieur Asselineau, vous n'avez pas vu... Ah, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire... Le jour où on m'expliquera pourquoi le Groenland s'appelle le Groenland, c'est-à-dire la Terre verte, parce que il n'y avait pas un seul glacier sur le Groenland et que maintenant c'est couvert de glace, le jour où on m'expliquera qu'on n'a jamais vu aussi chaud qu'à notre époque, alors qu'au XIe siècle, il n'y avait pas du tout de glace sur l'ensemble du Groenland, là je commencerai à prendre les choses au sérieux. Voilà. Moi je trouve que tout ça, il y a d'ailleurs des centaines de scientifiques qui sont absolument pas d'accord avec le narratif qu'on nous impose sur le réchauffement climatique, surtout, et a fortiori, sur le réchauffement climatique d'origine anthropique. Et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le simple fait que ce débat soit hystérisé, c'est-à-dire que ce que je dis là, il y a aussitôt des gens qui poussent des cris d'hystérie, d'ailleurs moins ils connaissent les choses, plus ils poussent des cris d'hystérie, ça prouve qu'il y a un problème, ça prouve que nous avons affaire à une population qui est mise sous contrôle mental. Voilà. Normalement, c'est un sujet qui devrait être débattu sereinement entre scientifiques. Et puis, voilà. Ce que je vois, en tout cas, c'est que derrière, c'est comme pour l'affaire de la Covid, il y a des affaires de gros sous. Bon. Alors, s'agissant de ces feux à Marseille, alors, Aurélie Trouvé, c'est ça. Bon, ça, c'est encore dans la brochette des députés LFI. Je ne sais pas comment a fait Mélenchon, mais enfin, il a vraiment mis un soin tout particulier à trouver ces députés, parce que, c'est quand même assez dingue ce que l'on voit. Entre les déclarations de M. Delogu qui dit en Algérie, les déclarations de Mme Panot et Mme Aubry qui vont distribuer des pilules contraceptives en Pologne, enfin piétinant la souveraineté nationale de la Pologne au passage, etc., etc. Et maintenant, on a cette Aurélie Trouvé qui a rien trouvé de mieux que de dire que les feux de forêt, c'était dû au réchauffement climatique. Enfin, la pauvre fille, c'est dingue.
Moi, quand j'étais enfant, il y avait déjà des feux de forêt. D'ailleurs, si j'ai bien compris, en plus, sur cette affaire à Marseille, c'est une voiture qui a pris feu. Voilà. Donc c'est une voiture qui a pris feu. Alors je ne sais pas si c'est le cas, mais enfin, vous savez que les voitures qui prennent feu à notre époque, d'abord, moi je sais pas, il y a 20 ans, mais les voitures prenaient pas feu. Les voitures qui prennent feu à notre époque, je n'ai pas de statistiques, mais j'aurais tendance à dire que dans 9 cas sur 10, ce sont des voitures électriques. Voilà. Il y a des Mercedes qui ont pris feu dans des garages, des autobus qui prennent feu. On le voit spontanément parce que la technologie n'est pas encore tout à fait au point de ces batteries. Donc si ça se trouve, je ne sais pas si c'est le cas, mais si ça se trouve, un feu de forêt vient d'une voiture électrique que quelqu'un avait achetée pour sauver la planète. Ça serait la cerise sur le gâteau, cette histoire. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que Madame Trouvé, ça n'a pas d'importance. En revanche, il y a quelque chose qui est vraiment grave, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des feux de forêt, comme moi, depuis que je suis enfant, on sait qu'il y a des feux de forêt dans le Midi. Il y a eu des années où il y a eu des feux terribles, d'ailleurs. Il y en a plutôt moins ces années, d'ailleurs, parce que justement, il pleut, il fait plutôt froid pendant l'été. Bon. Mais en 2022, Macron avait fait la promesse de moderniser complètement la flotte de Canadair. Les Canadair, ce sont ces avions, vous connaissez, qui vont comme ça, qui sont un peu amphibies, si j'ose dire, et qui peuvent se poser tout en volant sur un lac, et puis avec une trappe, ils embarquent, je crois que c'est 6 tonnes d'eau, 6000 litres d'eau, et puis ils repartent tout de suite, et ils vont balancer ça sur une forêt. Donc c'est très très efficace. Il y a une noria de Canadair, ils peuvent... Alors, si vous recevez 6 tonnes d'eau sur un feu d'un incendie dans la forêt, et puis qu'il y a 6 tonnes, et puis 12, et puis 18, et puis etc., ça fait quand même, c'est très efficace. Donc Macron, il y avait eu des feux de forêt en 2022, il avait dit, effectivement, on a un parc de Canadair qui est à bout de souffle. J'ai découvert ça, la moyenne d'âge des Canadair, c'est 30 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 30 ans. Des avions dont la moyenne d'âge, il y en a qui doivent avoir 38 ans. C'est incroyable. Quand on voit ce qu'une voiture, un véhicule au bout de 6-7 ans, c'est déjà un véhicule un peu fatigué souvent. Hein. Ça dépend de la voiture. Mais bon, un avion qui a une moyenne d'âge de 30 ans, vous vous rendez compte ? Bon. Et Macron avait dit qu'il allait entièrement renouveler le truc. qu'il avait pas ses commandes, on allait voir ce qu'on allait voir. Et puis évidemment, c'était une macronnerie. C'est-à-dire qu'il n'en a rien fait. Hein, c'est comme la liste... je rappelle qu'au mois de mars, il avait dit qu'il reconnaissait l'État palestinien en juin. Le mois de juin est passé, il n'a pas reconnu. Je rappelle que l'année dernière, il avait parlé qu'il allait faire des data centers. On allait voir ce qu'on allait voir. La France allait être le caïd de l'intelligence artificielle. Il n'y en a pas un seul qui a vu le jour. Je rappelle qu'il avait promis de faire ça s'est fait remonter à quelques années. Ça devait être vers 2020 ou 2021. Il nous avait annoncé tout de go qu'il voulait faire des RER dans les 10 principales villes de France, à Nantes, Toulouse, Nancy, Lyon. Évidemment, il n'y a rien du tout. Il avait également projeté de faire un port fluvial allant de Lyon à Marseille. Rien du tout. Il nous avait dit aussi qu'il allait baisser les impôts. Rien du tout. Que ça allait être la Start-up Nation. Rien du tout. Enfin, c'est un désastre dans tous les domaines. Et donc, il avait annoncé qu'il allait entièrement moderniser la flotte de Canadair. Et on allait avoir des trucs flambant neufs, mais rien. Plus exactement, il y avait quand même des achats qui avaient été passés pour 4 Canadair. Et si j'ai bien compris, c'est l'inénarrable Gabriel Attal, cette espèce de blanc-bec qui est nul, mais d'une nullité extraordinaire. C'est incroyable. Et ce type a été premier ministre par la faveur du prince. Il n'a rien fait pendant les quelques mois où il était là. Enfin, c'est zéro de chez zéro. Les différents postes qu'il a occupés, il a été à l'éducation, quand on voit l'état de l'éducation. Monsieur Gabriel Attal, qui a droit évidemment à tous les médias, bien sûr. Monsieur Gabriel Attal, c'est lui, quand il était Premier ministre, un des seuls actes qu'il avait fait, c'est que par décret, il a renoncé à l'achat des Canadair en question. Voilà, pour des raisons d'économie budgétaire. Ce qui est d'autant plus scandaleux qu'au même moment, la France dépense des milliards et des milliards pour l'Ukraine. On y revient. C'est-à-dire que vraiment, c'est la préférence. Macron, Attal, Philippe, toute cette bande, ils n'ont qu'une chose à l'esprit, c'est tout sauf le service des Français.
aider n'importe quel chien coiffé à travers la planète du moment que c'est pas la France. C'est extraordinaire. On n'a jamais vu ça, je crois, dans l'histoire d'un pays même. Je crois même en regardant autour de nous, on n'a jamais vu un truc pareil. C'est-à-dire que, voilà, Monsieur Attal, pour économiser, ça doit coûter, je sais pas, 4 Canadair, ça doit quand même pas coûter, ça doit coûter quelques, je sais pas, peut-être 100 ou 200 millions, mais peut-être, j'en sais rien, les Canadair, ça doit être quelque chose comme ça, c'est une somme. Enfin, quand on voit les milliards qu'on a envoyés à l'Ukraine, enfin, c'est dingue comme truc. Pour un régime néo-nazi, etc. D'ailleurs, le même Attal qui a dit, rappelez-vous, c'était il y a quelques semaines, que lui, il fallait faire entrer, c'était Santos subito, c'était vraiment, il fallait que l'Ukraine entre dans l'Union européenne tout de suite. Mais si l'Ukraine entre dans l'Union européenne tout de suite, ça veut dire que tout de suite, l'agriculture française est morte. Voilà. Parce que nous ne pourrons pas suivre. Les coûts de production de l'agriculture ukrainienne détruisent la France, l'agriculture française. On ne peut pas suivre. Voilà. Donc Monsieur Attal, il est capable de vous dire qu'il faut faire entrer l'Ukraine tout de suite dans l'Union européenne. Mais en revanche, dans le dos des Français, et qui ont besoin de Canadair, moi je pense aux pompiers qui font un travail admirable, les pompiers, parce que c'est pas évident de se battre contre un feu très ardent nulle part, que ce soit dans un immeuble ou a fortiori quand c'est dans la garrigue ou des choses comme ça. Et les pompiers, on leur donne des trucs qu'on 30 ans. Il y en a, sur les quelques Canadair qu'on a, il y en a un qui est irréparable. Enfin, c'est vétuste au possible. C'est une honte. Et le pire de tout, c'est qu'en plus de ça, ces gens ramènent leurs fraises. J'ai vu que Macron a fait encore un tweet en se félicitant du travail des pompiers. Mais c'est vraiment... Enfin, excusez-moi, je m'emporte un petit peu, mais franchement, c'est une honte. C'est vraiment une honte. Quant à Madame Aurélie Trouvé, bon, qu'est-ce que vous voulez me dire ? Il n'y a plus qu'à tirer l'échelle. Elle croit que tout ça vient du fait qu'il y a un petit peu plus... Il y a un milliardième de CO2 en plus qui a fait que... Bon, elle est dingue, quoi. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est la politique française d'aujourd'hui. On est dirigé par des incompétents, des malfaisants, des psychopathes et des dingues. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une question de Frédéric. Que pensez-vous de la déclaration commune du Premier ministre indien Narendra Modi et du président brésilien Lula, demandant à siéger au Conseil de sécurité de l'ONU en tant que membre permanent ? La Chine et la Russie, 2 partenaires des BRICS, appuient leurs 2 candidatures. Ça, parce qu'il s'est tenu, je pensais qu'il n'y a pas de question sur le sommet des BRICS, c'est plus intéressant. Il y a eu un sommet, le sommet des BRICS, qui s'est tenu à Rio de Janeiro, des BRICS plus, comme on dit, avec 10 États. Parce qu'il y a 10 États, il y en a au total 21, parce qu'il y en a eu 11 États qui sont des États observateurs, mais les États membres des BRICS, BRICS plus maintenant, ils sont 10. Et ils se sont réunis tous les 10 à Rio de Janeiro, en montrant quand même une solidarité et vis-à-vis de la Palestine et vis-à-vis de l'Iran. Il y avait d'ailleurs, l'Iran est désormais l'un des 10 membres des BRICS+, l'Iran était représenté par son ministre des Affaires étrangères, qui était donc sur ce podium devant la baie de Rio avec le pain de sucre derrière. Et sur ce podium où il y avait... Alors il n'y avait pas Poutine, il y avait Lavrov, parce que Poutine il est poursuivi pour un... comment dire, par la Cour pénale internationale, donc comme le Brésil est signataire du statut de Rome, ça aurait été problématique du point de vue juridique. En tout cas, il y avait Lavrov qui représentait Poutine. Il y avait le prince héritier des Émirats arabes unis, qui fait partie maintenant des BRICS+. Il y avait comment s'appelle-t-il, le Lula da Silva, c'est le président du Brésil qui était l'hôte. Il y avait donc le ministre des Affaires étrangères iranien. Il y avait, non pas Xi Jinping, mais le Premier ministre chinois, parce qu'il se dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais il se dit que Xi Jinping serait malade et qu'il serait en train d'organiser sa succession peut-être pour prendre la présidence de la commission militaire, comme c'est comme ça que termine en règle générale les carrières des chefs d'État chinois. Ça s'appelle l'empereur derrière le rideau, c'est une tradition chinoise. Il y avait le Premier ministre égyptien, il y avait le Premier ministre éthiopien, il y avait Narendra Modi, justement, le Premier ministre indien, et puis j'en oublie, il y avait Cyril Ramaphosa, le président d'Afrique du Sud, et puis il y en a un dernier que j'ai dû oublier dans le lot.
je ne sais plus. Ah si, c'est le président indonésien qui était là. Voilà. Donc c'est-à-dire, ça représentait quand même 50% de la population mondiale, hein, et 40 et quelques pourcents, 38% du PIB en parité de pouvoir d'achat. C'est absolument colossal, hein, voilà. Et 1800 satellites dans le monde. Donc là, on assiste vraiment à un basculement du monde, et l'Occident est de plus en plus isolé. C'est pas l'Iran qui était isolé, hein. Parce qu'à cette tribune-là, vous aviez la moitié de la population mondiale représentée, dont le ministre des Affaires étrangères iranien. Donc ça, c'est vraiment important. Alors en effet, j'ai vu qu'après ça, Narendra Modi a dû poursuivre ce qu'on appelle une visite bilatérale après le sommet qui s'est tenu dimanche et lundi. Et donc j'ai vu hier, en effet, qu'il y a eu une déclaration de Narendra Modi et de Lula da Silva, donc au nom de l'Inde et du Brésil, pour réclamer d'avoir un siège permanent au Conseil de sécurité. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Sur le fond, ils ont raison. C'est sur le fond, quand on pense que l'Inde, qui a 1 milliard, c'est le pays le plus peuplé du monde, 1,5 milliard d'habitants, et maintenant ça doit être la 6e économie mondiale, que le Brésil, qui est un pays géant, le grand géant d'Amérique du Sud, avec 211 millions d'habitants, c'est vrai qu'ils auraient peut-être davantage leur place, ou en tout cas ils auraient leur place au Conseil de sécurité. Pas forcément davantage que le Royaume-Uni et la France, parce que le Royaume-Uni et la France sont des pays beaucoup plus petits, mais qui ont quand même des langues qui sont parlées dans le monde entier, et puis qui possèdent l'armement nucléaire, entre autres choses, et qui ont des possessions un peu partout. Mais eux, d'ailleurs, ils ne réclament pas de prendre la place du Royaume-Uni et de la France, ils réclament d'avoir des sièges pour eux. Alors, je trouve qu'ils n'ont pas forcément tort, parce qu'ils disent, et ils ont raison, que le Sud global n'est pas suffisamment représenté. Voilà. Et ils ont le sentiment, par exemple, devant... On retombe d'ailleurs sur l'affaire du Moyen-Orient. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas, 90% de la population planétaire est horrifiée par ce que fait Israël à Gaza. C'est comme ça. Et donc, il y a énormément de pays du monde qui considèrent que le Conseil de sécurité est d'une mollesse insigne par rapport à Israël pour faire respecter les termes de la Charte des Nations Unies. Voilà. Pareil d'ailleurs pour l'attaque contre l'Iran, parce que qu'on le veuille ou non, cette attaque qui a été lancée par Israël contre l'Iran contrevient au droit international public. Il n'y a pas un seul juriste au monde qui dira le contraire, sauf évidemment s'il est de parti pris. Mais un juriste, comment dirais-je, et voyant les choses avec la sérénité nécessaire, ne pourra pas conclure autrement. Donc, effectivement, le Brésil et l'Inde font cause commune pour réclamer un siège. Alors là où ça c'est mon expérience du Quai d'Orsay, je crois que j'en avais déjà parlé, c'est que c'est pas la première fois en fait, c'est pas un scoop extraordinaire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que d'abord, il faut réformer la Charte des Nations Unies pour que ce soit ça. Ça se décide pas comme ça, c'est avec la Charte. Et pour décider ça, il faudrait l'accord majoritaire de l'Assemblée générale. Ça sera facile à trouver, je pense. Enfin, quoique, avec le bémol de ce que je vais dire dans un instant. Mais surtout, il faut aussi avoir l'accord du Conseil de sécurité, où il y a 5 puissances avec le droit de veto. Voilà. C'est-à-dire que les États-Unis peuvent mettre leur droit de veto. C'est aussi simple que ça. Mais il y a un problème dans ces histoires, c'est que c'est un système auto-bloquant. Pourquoi ça ? Parce que l'Inde dit qu'elle veut être membre permanent, d'accord, avec le Brésil qui a 211 millions d'habitants. Sauf que l'Inde, elle a un voisin qui s'appelle le Pakistan, qui a 250 millions d'habitants. Donc il y a 40 millions d'habitants de plus que le Brésil. Et vous savez que le Pakistan et l'Inde, ce sont les ennemis jurés. Donc le Pakistan et un certain nombre de pays arabes, qui ne sont pas membres du Conseil de sécurité, même si le Pakistan, ce ne sont pas des Arabes, mais c'est des musulmans, il n'y a pas de membres musulmans, membres permanents au Conseil de sécurité. Donc c'est bien évident que le Pakistan s'opposera véhémentement à la demande de l'Inde, parce que lui veut en faire partie aussi. Il ne sera pas seul, il y aura certainement aussi l'Égypte. L'Égypte qui a 100 millions d'habitants, bon, ça commence à faire pas mal. Et là, c'est le monde arabe, c'est le pays arabe le plus peuplé. C'est pas tout. C'est que le Brésil, 211 millions d'habitants, d'accord, mais il y a un autre pays d'Amérique latine, ils sont comme chien et chat, c'est le Mexique. Le Mexique, il y a 130 millions d'habitants et le Brésil est lusophone, parle le portugais, le Mexique est hispanophone.
Et le Mexique a toujours fait savoir qu'il était hors de question que le Brésil devienne membre permanent si le Mexique ne le devient pas aussi. C'est comme ça. Et puis c'est pas tout. C'est que vous avez, s'agissant il y a des pays, l'Asie du Sud-Est par exemple, ou l'Afrique. Il y a un pays en Afrique qui est un géant, c'est le Nigeria. Le Nigeria qui compte quelque chose comme 235 millions d'habitants, qui compte 20 millions d'habitants de plus que le Brésil, et qui est le pays d'Afrique le plus peuplé, et de l'Afrique noire. Donc le Nigeria a fait savoir qu'il était hors de question qu'il n'ait pas un siège au Conseil de sécurité si on en donnait un au Pakistan, au Mexique, au Brésil. Notez d'ailleurs que Cyril Ramaphosa, le président de l'Afrique du Sud, qui était présent au BRICS+, je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas participé à cette déclaration parce qu'il n'y a que 65 millions d'habitants en Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud est un pays relativement riche par rapport aux autres, avec d'énormes matières premières, mais c'est un petit poussin par rapport... C'est 3 fois et demi moins peuplé que le Nigeria, qui est une énorme puissance, d'ailleurs essentiellement musulman, pas totalement, mais essentiellement musulman, qui se trouve au cœur de l'Afrique noire. Et le Nigeria l'Afrique du Sud se sent sans doute très mal pour demander un poste au Conseil de sécurité s'il n'y a pas le Nigeria. Et puis c'est pas tout, puisque il y a aussi l'Indonésie. L'Indonésie, c'est un des pays les plus peuplés du monde, avec 280 millions d'habitants. C'est-à-dire 70 millions d'habitants de plus que le Brésil. Et puis c'est l'Indonésie, c'est un pays qui représente l'Asie du Sud-Est et qui dit mais nous aussi on veut. D'ailleurs, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait le président indonésien qui était au BRICS+, il n'a pas participé à la déclaration de Modi et de Lula. Donc derrière, moi tel que j'interprète avec le flair et l'expérience que j'ai du diplomate que je fus, c'est que il y a eu des tiraillements, des tensions qui se sont fait jour parce qu'ils auraient pu faire cette demande dans le cadre des BRICS+. Les BRICS+ auraient pu dire justement dans la conclusion qu'il fallait que le Brésil, l'Indonésie qui était présent, soient membres du Conseil de sécurité avec l'Inde. Mais évidemment, qu'est-ce qui faisait de l'Afrique du Sud? Qu'est-ce qui faisait de l'Égypte? Voilà, qu'est-ce qui faisait de l'Iran? L'Iran se verrait sans doute aussi assez bien membre permanent du Conseil de sécurité. Et puis, pourquoi pas la Turquie? Enfin, voilà. Donc, voilà, c'est pour ça que cette réforme des Nations Unies, c'est un serpent de mer. Ça fait des décennies que ça dure. C'est que, en fait, c'est un peu comme le Rubik's Cube. Vous savez, c'est une fois que vous avez fait la combinaison, c'est très, très difficile de trouver une combinaison qui convienne à tout le monde, sauf si on élargissait le Conseil de sécurité à 35 ou 40 États, dont une vingtaine de pays ayant le droit de veto. Mais alors là, ça veut dire que ça serait déjà qu'actuellement, c'est souvent sujet à des blocages. Là, il y aurait des blocages absolument incessants, en fait, au Conseil de sécurité. Voilà. Donc c'est pour ça c'est une déclaration intéressante. Sur le fond, ils n'ont pas tort. Mais pratiquement, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer.